Bonjour Aude Lancelin. Bonjour Pablo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tu es journaliste, tu es passée par Marianne et l'Obs où tu étais directrice adjointe de la rédaction avant de rejoindre l'aventure du média que tu diriges pendant un peu moins d'un an entre juillet 2018 et avril 2019. Dernière ligne sur ton CV, tu fondes la web télé QG que tu diriges depuis. Alors j'ai dit dernière ligne sur ton CV mais c'est pas exactement ça puisque tu viens de publier aux éditions Les Liens qui Libèrent un roman. La fièvre. La fièvre, c'est celle des Gilets jaunes au plus fort de leur mouvement. C'est celle du Creusois Johan qui est interpellé sur les Champs-Élysées le 24 novembre pour avoir lancé un pavé. La fièvre, c'est aussi celle de tous ces personnages qui peuplent ton livre, du jeune journaliste à Libération jusqu'au préfet de police de Paris, en passant par l'intellectuel gauchiste. Tous sont traversés par cette fièvre qui a saisi la France il y a presque 2 ans. Nous y compris. On va y revenir, mais d'abord, pourquoi tu as choisi la forme de fiction pour parler des Gilets jaunes? Tu es journaliste, tu aurais pu rédiger une enquête. C'est vrai, j'étais très tentée par le roman depuis plusieurs années, en réalité. Et surtout, j'avais vraiment à cœur de laisser une trace la plus profonde possible du mouvement des Gilets jaunes, dont j'avais la certitude qu'il serait, après avoir été sali, qu'il serait liquidé, y compris dans les mémoires. Et je pense que la forme littéraire est plus adaptée à ça que l'essai ou que le docu-fiction. Mais alors justement, est-ce que tu crains pas que justement un livre comme le tien, parce qu'il est bien écrit, parce qu'il est plein de références, ne participe à une esthétisation un peu bourgeoise du mouvement des Gilets jaunes? J'entends l'argument, mais je constate avec joie qu'il est lu par des Gilets jaunes, que j'ai beaucoup de retours de gens du mouvement sur le livre, et qu'ils se sentent mis en valeur et consolés par ce livre. Ils ont bien compris qu'il y avait l'envie de raconter une épopée, de montrer la beauté de ce soulèvement, de montrer ses acquis, de montrer sa grandeur. Et ça, c'est quelque chose qui passe bien dans le mouvement, qui est bien compris. Alors, donc tu t'adresses aux Gilets jaunes. Est-ce que tu t'adresses aussi aux classes bourgeoises? Parce qu'il y a aussi un enjeu en fait à s'adresser aux bourgeois, peut-être pour essayer de les séduire, de les convaincre, de les conscientiser un minimum. Alors, le véritable enjeu du livre, il est là, bien sûr. Moi, je serais extrêmement heureuse d'apprendre que certains de nos adversaires politiques ont eu ce livre entre les mains et en ont tiré une autre vision de ce mouvement. Et surtout, j'aimerais que toute une classe sociale, toutes sortes de jeunes, bourgeois, trentenaires, quadragénaires, parisiens, qui n'ont rien compris à ce mouvement, qui sont complètement passés à côté, alors qu'il y avait des scènes d'émeutes historiques à quelques quartiers de chez eux. J'aimerais leur tendre une dernière main et leur donner une dernière chance de pouvoir comprendre, par la sensibilité justement, ce qui s'est passé. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi un personnage de journaliste, qui permet de naviguer, Eliel, qui permet de naviguer dans toutes les classes sociales. C'est ça l'avantage de ces personnages de journalistes. On en retrouve beaucoup dans le roman du 19e, puisqu'il permet de faire une coupe sur toute la société, du haut de Macron et du préfet de police jusqu'à la base des Gilets jaunes. Et ce personnage, au début, c'est pas un macroniste, mais il a quand même voté Macron sans grande conviction. C'est un journaliste assez content de lui. À Libération. À Libération, c'est un Parisien, c'est quelqu'un qui a une vie très confortable, c'est quelqu'un qui a, comme toute une génération, et d'ailleurs, je m'inclus dedans aussi, qui a eu une transmission politique et historique défaillante, et qui n'est pas sympathisant du mouvement au début du livre, et je vais lui donner toute une trajectoire à travers le livre. Donc ça n'ira pas jusqu'à la bascule totale, mais ce garçon va vaciller et va changer de regard. Et c'est ce que j'aimerais susciter chez certains lecteurs.
Alors justement, tu dis que, enfin, tu fais de Eliel un peu l'incarnation de ce changement. Est-ce que tu dirais que, enfin, du changement d'ailleurs des représentations qu'on a, il change ces représentations qu'il a des Gilets jaunes, finalement, de ce que c'est que le peuple français. Est-ce que tu dirais que aujourd'hui, on est 2 ans après le début du mouvement des Gilets jaunes, que ces représentations ont durablement changé, qu'aujourd'hui, on a encore la présence d'esprit de se rappeler ce qu'il s'est passé, que par exemple les partis politiques, les médias, le pouvoir ont changé ces représentations. Moi, personnellement, j'ai l'impression que ça n'a pas vraiment changé en fait. Non, je suis assez d'accord avec toi, malheureusement. Je dirais même qu'il y a tout un travail d'ensevelissement, d'oubli qui est en train de se faire. Le Covid, à cet égard, a été une parenthèse enchantée pour le pouvoir, hein, puisque voilà, il a mis un coup d'arrêt aux luttes, j'inclus les luttes syndicales, bien sûr, hein, contre la réforme des retraites, et désormais, alors que la présidentielle approche et que ça va tout aspirer, il y a quand même l'espoir chez les vieux partis politiques et au sein du pouvoir de repartir comme en 40, c'est-à-dire d'oublier les événements extraordinaires que nous avons traversés et d'entrer à nouveau dans la petite cuisine électorale, les alliances, toc toc toc, les partis, les écolos, etc. de gauche. Et ça, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant parce que la colère, elle est intacte. Elle n'est pas prise en charge par ces partis. On le sait. On peut aussi imaginer qu'ils vont se prendre en charge tout seuls. On n'a peut-être pas plus besoin des partis. C'est idéalement, ça aurait dû se passer comme ça. On sait malheureusement, c'est l'un des sujets de ce livre, d'ailleurs, La Fièvre. On sait que les interactions entre ceux qui détiennent le savoir politique, syndical, les intellectuels révolutionnaires a fortiori et les Gilets jaunes, la jonction s'est mal faite. Il y a eu beaucoup de malaise, de non-dits, pour certains d'absence. Évidemment, il y a des... Voire du mépris. T'en parles, il y a le personnage de Laurent Bourdin qui est un grand professeur à Nanterre, je crois, et qui regarde les Gilets jaunes du haut de son grand appartement et qui comprend pas en fait, qui est entouré de gens, d'autres professeurs qui méprisent en fait le mouvement des Gilets jaunes, qui n'y voient que des suppôts de Marine Le Pen. Alors, je ne sais pas si toi aussi tu l'as constaté, mais on en connaît tous. On connaît des gens qui se sont littéralement planqués pendant les mois décisifs, ceux où le pouvoir pouvait vraiment basculer. On en connaît qui leur ont tiré dans le dos. On en connaît qui ont attendu 6 mois ou 1 an avant de ressurgir. Et alors ce qui est intéressant, c'est comment explique-t-on ça ? Je pense qu'il y a quand même une affaire de sociologie des intellectuels français actuels, dont très peu ont des origines populaires. On le voit dans les classes prépa, dans les écoles de l'élite. De toute façon, la classe ouvrière n'a jamais été aussi peu représentée dans ces lieux-là. Il y a une régression même par rapport à la situation il y a 40 ans. Et donc, oui, je pense que pour ne pas avoir peur du peuple, pour être dans une empathie immédiate avec lui, bien souvent, ça passait chez les individus par des liens, par une histoire personnelle, par un contact familial ou autre avec le peuple. Et ceux qui n'ont pas eu ça, quand ça part uniquement et entièrement du cerveau, c'était beaucoup plus compliqué visiblement. Alors, tu viens de dire les mois où le pouvoir pouvait potentiellement basculer ou pouvait vraiment basculer, tu as dit ça à l'instant. C'est marrant parce que quand j'ai lu ton bouquin et qu'on voit le personnage de Johan, en fait, qui est, finalement, tu fais de lui un peu un emblème des Gilets jaunes, j'avais pas l'impression que son objectif c'était vraiment de renverser le pouvoir. On dit, à un moment, il dit même qu'il regrette d'être allé à Paris, en fait, il se dit, oh, en fait, finalement, j'aurais peut-être pas dû faire tout ça, etc. C'est quoi, justement, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu arrives, toi, à mettre des mots sur les objectifs, les buts des Gilets jaunes? Est-ce que c'était pas juste de faire peuple, finalement? Est-ce que l'objectif, c'était vraiment d'aller renverser le pouvoir central, gouvernemental, élyséen? Alors, je suis d'accord avec toi sur le côté révolutionnaire sage, finalement.
Non seulement c'était pas des gens assoiffés de sang et qui voulaient rétablir des guillotines sur tous les ronds-points de France, mais ils se seraient contentés d'une certaine redistribution. Donc on peut en effet contester la filiation entre cette tentative révolutionnaire et la révolution de 89 par exemple. Mais je pense néanmoins que Macron et ce qu'il incarne, qui suscitait vraiment chez ces gens-là une horreur profonde, en tant qu'emblème du parti de l'argent et du mépris, je pense qu'ils auraient volontiers renversé ce pouvoir-là. Et si je devais résumer en 2 axes les desiderata des Gilets jaunes, leurs exigences, il y a d'un côté la justice et de l'autre côté le respect. C'est-à-dire la considération. Ce sont des gens, ça revenait très souvent chez les Gilets jaunes qu'on a pu interviewer, avec qui on a parlé, qui se sentent profondément humiliés par ce pouvoir. Et c'est pas un hasard si la figure de Macron, si ça s'est cristallisé autour de cette figure, qui multiplie les lapsus odieux, qui ne peut pas dissimuler son mépris de classe, n'a jamais réussi à le faire, étrangement, et continue régulièrement à nous servir des phrases insupportables pour le peuple. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu es choisi comme l'un des héros de ton livre, on en a parlé, Johan, qui est un gilet jaune en fait qui est écrasé sous le poids des dominations imposées par la société et qui finit, alors j'ai vu que tu l'avais dit dans une interview de France Info, donc je me permets de spoiler un peu la fin du bouquin, mais qui finit par se suicider. C'est pas le fait que tu aies choisi un gilet jaune écrasé sous le poids des dominations, c'est pas le cas de tous les gilets jaunes. Il y a aussi des gilets jaunes qui sont des figures de puissance, comme par exemple, je sais pas moi, Jérôme Rodriguez. Au-delà des figures, pour toi, les gilets jaunes, est-ce que c'est plutôt une éruption du peuple puissant ou justement du peuple impuissant? Il y a les deux. Et du coup, c'est vrai que j'ai choisi la figure de Johan, qui est un gilet jaune de 35 ans, de Creusois, qui a vraiment existé. Je l'ai choisi parce que dans la même matinée, quand j'arrive, moi, pour la première fois sur le terrain des Gilets jaunes en tant que journaliste, le 24 novembre 2018, c'est à la fois une personne que je vois descendre en majesté les Champs-Élysées, accompagnée de ses compagnons, de ses camarades de lutte, et on sentait la fierté, on sentait le plaisir de sentir sa puissance, le peuple sentant sa puissance lorsqu'il est réuni. Et c'est la même personne que je vais voir écrasée au sens propre, par terre, 2 heures plus tard, menottée les mains dans le dos par 10 gendarmes, et voir tout le poids toute la puissance de l'État s'abattre sur lui. Je pense que ce dessin individuel résume bien la situation des Gilets jaunes, qui est quand même une insurrection brisée. On ne peut pas voir les choses autrement. Ça ne veut pas dire que les braises ne sont pas là, ça ne veut pas dire que la colère n'est plus là, mais on sait que sous cette forme, sous la forme ritualisée des actes, le mouvement a vécu. Tu parles de colère qui est encore présente, mais du coup, et d'insurrection brisée. Mais du coup, aujourd'hui, le sentiment des Gilets jaunes, c'est quoi? C'est l'impuissance totale, c'est de dire, bon, bah, en fait, on n'a pas réussi, on n'arrivera jamais. Et en plus, Macron va être réélu en 2022. Non. Scoop du jour. Non, il y a une grande mélancolie chez certains acteurs du mouvement, que ce soit des figures ou que ce soit des gens qui n'ont pas été médiatisés, c'est certain. Mais il y a aussi eu un apprentissage très profond. Il y a tout un savoir politique, toute une connaissance profonde des rouages sociaux qui a infusé dans le peuple. Et ça, le pouvoir le sous-estime gravement. Donc il y a des acquis de ce mouvement. Il y a des choses que ces gens qui sont sortis dans la rue n'oublieront jamais. Et n'oublieront jamais la fraternité retrouvée autour des ronds-points, dans des villes moches, à côté de parkings et de supermarchés.
Mais alors, et quelles vont en être les manifestations? Enfin, quelles pourraient en être les manifestations? Parce que j'imagine que ça va plus être aller marcher sur Paris comme ça avait été le cas au plus fort du mouvement. Là, il y a eu des élections entre-temps. On voit que ça les a pas beaucoup intéressés. Enfin, je veux dire, c'est des socialistes et des républicains qui ont été majoritairement élus aux élections municipales. Donc, c'est-à-dire les mêmes qu'avant. C'est quoi le débouché? Enfin, c'est quoi maintenant le mode opératoire qui pourrait être le leur? Qu'est-ce qui reste en fait à ces gilets jaunes pour agir? Alors il y a des tentatives de structuration, il faut les connaître quand même si nos grands médias n'en parlent jamais. Il y a la Ligue citoyenne, il y a l'idée qui a émergé là très récemment en septembre d'un syndicat gilets jaunes. Et moi, je m'attendais à beaucoup de méfiance à la base à l'égard de cette idée. Or, elle est en train de prendre. Donc, je pense que ce sont des choses à suivre. Maintenant, c'est vrai que les Gilets jaunes ont été confrontés à tous les problèmes de la politique à la racine, c'est-à-dire l'incarnation, la question du porte-parole. Est-ce que les gens qui sont médiatisés prennent toute la lumière à eux? Est-ce que c'est un mal nécessaire? Et c'est vrai qu'ils se sont un peu fracassés sur toutes ces problématiques. On leur a demandé en quelque sorte en 3 à 6 mois de reparcourir seuls tout l'apprentissage de politique, et c'était certainement une course contre la montre impossible. Je pense néanmoins qu'une structuration, je ne sais pas si ça peut prendre la forme d'un parti, mais serait absolument indispensable à ce mouvement pour enfin peser. Je rappelle que Emmanuel Macron n'a jamais pris la peine ni eu le courage de se confronter à une délégation de gilets jaunes, quelle qu'elle soit, alors que des gens tout à fait légitimes au sein du mouvement comme Priscilla Ludowski, Fawzi Lelouch, David Libeskind ont proposé ce rendez-vous, Jérôme Rodriguez bien sûr, et qu'il n'a même pas eu besoin d'en passer par là. Alors on peut dire que c'est une victoire pour le pouvoir, ils ont finalement très peu lâché, ils ne les ont pas reçus et maintenant ils avancent. Moi je ne le crois pas, je crois que l'attitude d'Emmanuel Macron et de ce pouvoir en général a fait monter d'un cran le niveau de violence dans ce pays et qu'en ne laissant aucune soupape à ces processus, on peut, d'ici quelques mois ou quelques années dans ce pays, se trouver face à des mouvements totalement inédits. J'ai une dernière question, Aude. Aujourd'hui, c'est le premier jour du procès d'Éric Drouet, une des figures du mouvement des Gilets jaunes, qui comparait au tribunal correctionnel de Paris pour rébellion, parce qu'il avait tenté de s'approcher du président de la République lors du dernier salon de l'agriculture. Un citoyen arrêté parce qu'il veut s'approcher du président. Ça dit quoi de l'état de notre société? Ça dit tout, en quelque sorte. La démocratie n'est plus qu'un mot vide. On le voit très bien, le peuple a été dépossédé de sa souveraineté entièrement. Le monarque républicain, vous le rappelez, est inapprochable, il n'entend rien. Je pense qu'on ne pourra pas faire l'économie dans ce pays, et moi je veux croire encore dans les forces démocratiques de ce pays. On ne pourra pas faire l'économie d'un changement majeur de régime, d'une autre république, ou quel que soit le nom qu'on veut lui donner. Merci beaucoup, Aude. Merci à toi.